de la PMA qui, moi, je crois, est un outil qui peut être utilisé, permis de Dieu pour remplir la destinée puis le plan de Dieu pour le désir des parents. Mais il faut être conscient qu'un embryon, c'est la vie. Il faut être conscient que c'est pas du matériel que si j'en veux plus, je le laisse là. Et il faut être conscient du parcours, des hormones pour le couple, tout ça. Donc, c'est possible. Je crois que Dieu bénit. Je suis certaine, puisqu'on a entendu des témoignages et on va en entendre un dans quelques instants. Bonjour à toutes. Alors très heureuse encore une fois de vous retrouver pour ce dernier podcast de la semaine dans À table avec Annabelle. Et je l'ai dit mercredi en terminant, nous allons parler aujourd'hui de PMA. Alors c'est quelque chose dont on entend parler régulièrement, mais j'avais envie qu'on puisse s'arrêter vraiment le temps d'une émission pour pouvoir en parler et comprendre ce que c'est réellement et ce que ce n'est pas. Et bien sûr, nous avons invité un docteur pour ça, Aurélie. C'est pas toi le docteur visiblement, mais je vais vous parler de ça aujourd'hui. Non, je connais rien. Nous sommes avec le docteur Stéphanie Rieder. Bonjour docteur. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Regarde comme elle a l'air sérieuse. Oui. Elle a mis son habit de docteur. Oui. Donc nous voulions utiliser toute ton expertise scientifique, Stéphanie, pour comprendre. Mais comme tu sais si bien le faire, explique-le-nous comme si on ne comprenait rien, afin que nous comprenions tout. Tu sais, la PMA, c'est premièrement, il faut dire qu'est-ce que c'est. Des fois, ça peut-être avoir l'air simple, mais c'est la procréation médicale assistée. Donc, ça touche particulièrement des couples qui sont infertiles. Mm-hmm. Et juste avant de décrire qu'est-ce que c'est la PMA, il faut se rappeler qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Et la parole de Dieu, l'homme dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mm-hmm. Ça nous dit aussi dans la Bible, Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds, multipliez-vous, ainsi de suite. Donc, la notion de la famille, d'être fécond, de se multiplier, c'est dans les plans de Dieu et c'est dans le cœur de l'homme et de la femme. Et ici, il y a des femmes, vous écoutez l'émission où et c'est la femme de donner la vie, avoir des enfants, c'est quelque chose qui est vraiment enraciné en nous. Donc, déjà, l'idée, peut-être d'arriver dans la vie, de se marier, puis tu dis, j'ai hâte d'avoir mes enfants. Puis là, tu essaies d'avoir des enfants, puis tu vois que ça fonctionne pas. Mais là, tu te poses la question, est-ce que j'ai accès à la PMA? Qu'est-ce que je devrais faire? En fait, c'est ça, procréation, c'est d'utiliser une technique médicale pour pouvoir avoir un enfant. Mais je voulais juste, commencer en définissant qu'est-ce que c'était l'infertilité. Il y a des couples, qui se disent, ils essayent, ça fonctionne pas. En fait, pour être déclaré comme un couple, mais ça, c'est ce que la science dit, tu vois. Ça veut pas dire que Dieu ne mettra pas sa main, mais l'infertilité, par définition de base, c'est quand un couple essaie d'avoir des enfants sur une période de 12 mois non protégée et que finalement, ça ne fonctionne pas. Période de 12 mois. De 12 mois non protégés, ça ne fonctionne pas. Avant qu'on continue, parce que on parle de stérilité, et tu vois, c'est aussi des témoignages qu'on reçoit à EMCI, des femmes qui ont pu vivre ce miracle. Et je voulais quand même... avant qu'on commence et qu'on puisse aller dans du contenu très intelligent. Vous racontez le témoignage de Cassandre qui a suivi la semaine des miracles et qui avait été déclarée stérile. Et pendant la semaine des miracles, en avril, comment elle a prié et tout ça avec nous pendant le programme. Et là, elle a senti des grosses douleurs dans le bas-ventre. Et en fait, la nuit d'après, elle a rêvé qu'un test qu'elle avait fait dans la vraie vie, était devenu négatif, était devenu positif. Et le mois d'après, elle est tombée enceinte. Et elle nous dit que celle qui avait été déclarée stérile a finalement vécu son miracle et elle a pu avoir un enfant. Donc on remercie le Seigneur pour ce miracle et on remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait aussi à travers les programmes. La semaine des miracles, c'est vraiment des temps forts à chaque fois sur la chaîne de MCI où on reçoit beaucoup de témoignages. Donc un grand merci encore une fois à vous tous, la famille des partenaires, parce que c'est des vies comme celle de Cassandre qui a vécu un miracle extraordinaire. Mais sans diminuer ce que Dieu veut faire, ce que Dieu peut faire. Quelquefois, on est aussi, en tant que chrétien, c'est un miracle de cette façon
ou rien du tout. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut aussi se fermer à la médecine. Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on puisse faire cette émission pour savoir est-ce que c'est un manque de foi, est-ce que c'est jouer à Dieu, est-ce que tu sais, et je trouve ça bien d'ailleurs qu'on prenne le temps d'expliquer, parce que pour beaucoup de femmes, c'est dans leur cœur, elles veulent des enfants, quand ça ne fonctionne pas, puis si elles se tournent vers la PMA, c'est comme si inconsciemment, c'est comme si elles se disent j'enlève Dieu de l'équation. Et la première chose, c'est qu'on croit au Dieu du miracle qui peut guérir. Et comme on a vu quand j'étais à Chêne en mars en 2023, on a eu des 5 témoignages des bébés Chêne, tu vois. Donc de continuer à prier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tourner vers une technique médicale. C'est comme si tu dis j'ai des problèmes cardiaques, Dieu peut te guérir, mais ça se peut que tu sois obligé de passer aussi via la médecine, via un pontage. Et ça, on comprend. Mais quand ça arrivait à la procréation médicale assistée, ben ça laissait toujours un doute. Puis un doute parce que des fois, il faut savoir, et c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce que oui, je crois qu'on peut aller vers la procréation médicale assistée, mais il faut en connaître les limites et les dangers. C'est pas comme un truc là, qu'on fait instantanément. Il y a des limites, puis il y a vraiment... Pas comme une couleur de cheveux. Non, tu dis j'essaie ça. Puis je veux juste aussi parler un peu d'infertilité. Qu'est-ce qui peut causer l'infertilité? On a dit 12 mois sans avoir eu des relations sexuelles, sans avoir pu tomber enceinte. Tu sais, il y a de l'infertilité qu'on dit primaire. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui arrivent dès le début, n'arrivent pas à avoir un enfant. Mais des fois, c'est secondaire. Tu peux avoir eu un premier enfant, ils vivent une période d'infertilité. Et tu vois, à Chêne, il y a une femme qui a été guérie. Elle avait eu un premier enfant, mais n'arrivait pas à enfanter un deuxième. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et ça, c'est vraiment difficile pour une femme. Mais ça peut être causé par l'endométriose. Ça, c'est avant même d'aller vers la PMA, c'est d'aller consulter un médecin. Si j'ai l'endométriose, ça peut se traiter. Ça peut être des ovaires polykystiques. Ça peut être, tu vois, des troubles hormonaux. Donc, déjà, d'aller enlever plusieurs choses de l'équation avant de dire, je vais aller vers la PMA, aller voir le médecin. L'homme aussi peut aller voir les spermatozoïdes, la mobilité, le nombre de spermatozoïdes. Donc, moi, j'encourage les femmes, si ça perdure puis que vous voyez que ça fonctionne pas, d'aller consulter un médecin et d'enlever. Il y a peut-être des choses simples qui peuvent s'arranger assez facilement. On est d'accord avec ça. Mais si on parle de PMA, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est exactement. Parce qu'il existe 3 types de PMA. C'est pas toute la même chose. Donc, la première, je vais vous les nommer, puis après ça, on va les regarder dans le détail. Okay. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois les yeux d'Aurélie, là, un intérêt fou. Mais non, par exemple, la première étape, c'est l'insémination artificielle. OK, je vais le définir après. Je les nomme. La deuxième étape, c'est la fécondation in vitro avec le transfert d'embryon. Et la troisième étape, c'est l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes. Et après ça, le transfert d'embryon. OK? C'est simple. Donc, tout ça fait partie de ce qu'on va appeler un parcours PMA. D'un parcours PMA. Ça veut pas dire que quand tu commences, bien sûr qu'ils vont vous donner un diagnostic, ils vont avoir des analyses. Pour certains, la première étape, j'irai pas dans les détails médicaux, mais la première étape, c'est l'insémination artificielle. En fait, c'est de prendre le sperme de son mari et d'aller porter directement d'injecter le sperme dans la cavité utérine. Je pense qu'on peut voir à l'image ici les spermatozoïdes du mari qui vont être portés directement dans la cavité utérine. Ce qui fait que le spermatozoïde va aller féconder l'œuf et il va avoir un embryon qui va se former et éventuellement un fœtus. Donc ça, c'est sans risque énorme. Je vous épargne, mais c'est l'étape la plus simple, moins avec des risques, avec des limites éthiques. Parce que quand on parle de PMA, il va falloir qu'on aille plus loin que juste l'idée de féconder. Il y a tous des problèmes éthiques. Donc ça, je pense que c'est une étape qui est accessible et on te dit, on va commencer par là, puis Dieu peut mettre sa main et bien sûr, bon, là, j'ai pas le choix parce que je sais que la question va venir. Là, lorsqu'on parle d'insémination artificielle, bien sûr qu'on peut aller vers une banque de donneurs. Bon. Alors, je vous rappelle, pour moi, comme pasteur, mais comme docteur, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme. Pour moi, je trouve que l'insémination artificielle est un outil qui peut être utilisé au niveau médical, mais dans le cadre
du mariage. Avec ton mari. Ça, c'est mon opinion personnelle. Donc, mais est-ce que je peux vous donner une petite anecdote? Oui, vas-y. Ouais. Tu vois, ma sœur, je lui ai demandé son autorisation. Ma sœur, elle connaît pas, elle n'a pas donné encore sa vie à Christ comme tel, mais je suis très proche d'elle. Et elle voulait avoir des enfants. C'était difficile dans son mariage, de l'infertilité. C'est tellement fort que ça a amené des tensions qui a amené jusqu'au divorce. C'est pour ça que je dis que c'est pas à sous-estimer l'idée de dire, tu sais, tu joues à Dieu si tu vas vers... C'est important de... Et là, ils se sont séparés, puis là, elle a décidé de vouloir avoir un enfant seule. Et là, elle m'a dit, est-ce que tu viendrais avec moi à la clinique pour aller vers une insémination artificielle? Et là, j'ai dit, quelle est ma position, tu vois? Ben, j'ai dit, t'as pas personne dans ta vie. Fait qu'elle a dit, ben, je vais aller dans la banque, puis ainsi de suite. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Puis elle m'a dit, ben, toi, t'aides tout le monde à l'église, t'accompagnes les femmes. Moi, je suis ta propre sœur. Et finalement, je l'ai accompagnée. Et ça m'a fait poser des questions, mais quand même, tu sais, c'est toute la notion. Mais c'était dans un cadre où elle ne connaît pas le Seigneur. Elle est pas, moi, je crois sincèrement que cette technique-là est pour des couples mariés et ça peut donner un coup de pouce. Donc, vous êtes avec moi? Ouais. Mais disons que j'ai eu mon... Tu as vu à quoi ça ressemblait? Oui, une clinique. Une clinique, puis c'est tout... Et finalement, ça n'a pas abouti, mais elle est allée au bout de cette démarche-là. Et puis, voilà. Donc, la deuxième technique qu'on peut utiliser, ça s'appelle fécondation in vitro avec le transfert d'embryon. On appelle ça la FIV, fécondation in vitro. In vitro, ça veut dire dans le verre. Alors, ça veut dire que la fécondation ne se fait pas dans le corps de la femme, comme dans l'insémination artificielle, mais elle se fait dans le verre, on appelle, on va dire, un plat de pétri, un plat de verre. Donc, on va prendre les spermatozoïdes du mari avec les ovules de la femme. Et là, on va féconder. En fait, je vous fais... j'aime bien quand j'enseigne en éthique, je dis... parce que Rachel, elle explique comment on fait des bébés. C'est beaucoup plus excitant que moi quand j'explique. Moi, quand je dis on fait des bébés, comment on fait des bébés? C'est des spermatozoïdes avec un noyau qui a 23 chromosomes, avec une autre cellule féminine, l'ovule qui a 23 chromosomes, qui vont se souder ensemble, vont donner une seule cellule, d'où une seule chair, et ils vont faire une seule cellule de 46 chromosomes. Donc là, on part avec cette cellule-là qui va commencer à se diviser. Et pendant jusqu'à, en fait, 4, 5, 6 jours, on va laisser les cellules se diviser et on va prendre cet embryon-là. C'est pas un fœtus, c'est un embryon. C'est un embryon jusqu'à 8 semaines. Mais à partir de 6 semaines, c'est tout petit, là. C'est pas aussi gros comme même pas la tête d'un épingle. Et là, on va prendre cet embryon-là et là, on va aller implanter. C'est la même étape, si tu veux, que l'insémination artificielle, mais la fécondation se fait à l'extérieur, dans le verre, et là, on va aller implanter cet embryon-là dans le corps de la femme. C'est là. Là, on commence à jaser. Tu as dit, déjà, la question est seule. Je veux juste, avant d'aller à un seul, quand on explique ça, et pour avoir parlé à des femmes beaucoup, c'est comme si ça a l'air simple. C'est comme si je te dis, écoute, si tu veux un bébé, c'est comme un gâteau. Tu mets les œufs, l'huile, le lait, je branche 350 au four, puis je vais avoir un bébé, un gâteau. mais tu sais, techniquement, la médecine, elle est rendue, scientifiquement, ça peut paraître simple. Mais là, ce qu'on dit, déjà, le spermatozoïde de l'homme, c'est tel que tel, c'est plus simple pour lui que pour la femme. Mais pour la femme... Il a fallu aller chercher. Oui, il faut stimuler la production d'ovules. Donc, il y a beaucoup de prises d'hormones. Je veux le souligner parce que souvent, on oublie pour dire, il n'y a pas de problème à prendre la PMA. Oui, il n'y a pas de problème, mais il y a il faut que tu saches que c'est quand même un parcours du combattant. Tu as des injections, des hormones, des médicaments à prendre pour stimuler tout au niveau hormonal la production d'ovules. Ce qui fait que c'est pas sans conséquence non plus. C'est pas sans conséquence pour la femme. De la prise de poids. Beaucoup de femmes qui sont dans un parcours de PMA vont avoir une prise de poids au niveau psychologique, au niveau émotionnel, c'est un défi parce que ça fonctionne pas toujours. Donc, imagine-toi la chute d'hormones après. Donc, t'as tout un il faut que tu réalises que tu demandes à Dieu, est-ce que c'est ta volonté? Parce que il faut qu'il me mette sa main parce qu'il y a un défi, là. Et quand on va aller chercher les ovules, il y a toute une ponction à aller chercher. Puis, c'est douloureux? Ça semble-t-il, je l'ai jamais eu, mais à entendre certains témoignages, pour certaines, c'est assez douloureux. Okay. Donc, et en plus, c'est très, très mécanique. Parce que là, il faut que tu ailles, avant, il y a tout un protocole à suivre, même pour l'homme, de relations sexuelles, de ci, de ça. Donc, c'est assez
complexe, mais C'est très intrusif aussi, même dans ta vie au quotidien, parce que ça va avoir un effet sur toi, ouais. mais aussi dans ta vie de couple, au niveau de Beaucoup. l'intimité. Donc, oui. c'est... Faut considérer il y a un la prix à chose. payer. Il y a un prix à payer. Ça ne peut pas dire que c'est pas possible, mais il faut considérer que c'est Faut quand pas le même... minimiser. Moi, je pense Ouais. qu'il faut pas minimiser. Puis ça peut mettre un poids sur le couple. Et il faut vraiment être les deux en accord avec ça. Donc ça, c'est important de prier. Et des fois, je m'arrêtais parce qu'il y en a qui vont dire, ben, c'est comme jouer à Dieu puisqu'on fait ça dans le verre. Mais en fait, les taux de succès avec la PMA, et je te parle de celle-ci, Ouais. bon, c'est pas si élevé que ça. C'est autour de 30-40%. Donc, dans le fin fond, il faut que tu sois prête à dire, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Parce que, tu sais, tu peux attendre, puis ça se peut que tu sois déçu. Puis c'est là que on peut mettre beaucoup de... Mais il faut pas que tu y ailles défaitiste. Donc, toi, c'est entre un contrôle, entre un lâcher-prise, je remets ma volonté à celle de Dieu, puis je me bats parce que je crois que Dieu, c'est sa volonté pour moi. Mais, je sais pas si vous vous souvenez, on avait reçu Doris Campion qui était venue et qui Oui, je me rappelle, qui était oui. passée par la FIV. Et en fait, elle disait, pour elle, son miracle, c'est de tomber enceinte comme ça. Mais en fait, son miracle, ça a été que ça ait fonctionné Tout la à fait. première fois. Oui. Et que c'était en accord avec... En plus, le Seigneur lui avait comme parlé par rapport à ça. Et que, bah, c'est ça, en fait. Elle, son miracle, c'est que dès la première fois, ça a fonctionné. Mais je pense que ça prend autant ça prend la foi que Dieu mette sa main pour que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'il faut dire que ta volonté s'accomplisse et d'y aller avec cette conviction-là et de savoir que c'est pas facile. Je vais juste définir aussi la troisième. Puis après ça, je vais répondre à ta question, Annabelle. L'injection Quand on dit un embryon, intracytoplasmique. ouais, ben ça aussi c'est Intracytoplasmique. En fait, le cytoplasme, la cellule, il y a un noyau, il y a le cytoplasme, il y a la membrane cellulaire. En fait, là, ça peut arriver dans certains cas d'infertilité. Soit c'est une question de motilité, c'est une question de fusion. Il y a un peu, des fois, incompatibilité. C'est que le spermatozoïde, dans toutes les milliards qui vont se déplacer, celui qui est sélectionné, le champion, il n'arrive pas à fusionner et à passer la membrane cellulaire. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre un spermatozoïde, qu'ils vont aller injecter avec une micropipette. Imagine-le, c'est sous un microscope. Ça? Oui, c'est ça. Tu vois, c'est la cellule que tu vois, ils vont prendre une pipette, tu vois, tu peux voir à l'intérieur, et ils vont aller envoyer le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule. Il l'aide à rentrer. Il l'aide à rentrer. Okay. Parce que des fois, dans l'infertilité, il y a un problème. Le spermatozoïde et l'ovule, ils fusionnent pas pour devenir cette première cellule-là qui va aller se diviser. Donc, techniquement, ils vont aller injecter le spermatozoïde à l'intérieur. Bien entendu, on comprend assez facilement que ça ajoute un degré de difficulté, de complexité dans la chose, mais ça se fait quand même régulièrement. Donc, c'est 3 techniques. Et une fois que on a injecté le spermatozoïde dans l'ovule, on revient à la même étape. Si tu Là, regardes pour la femme, au final, ça revient au même. c'est pareil, le même processus niveau de l'intervention, d'hormones. ouais. Exactement, Okay. on va aller chercher les ovules et on va injecter le spermatozoïde du mari à l'intérieur de l'ovule. Et là, on revient regarder, c'est le même schéma avec le plat de Petri. Bon, ben la cellule qui a été fécondée, l'ovule, elle va commencer à se diviser d'une cellule. En 24 heures, on va avoir 2 cellules. Et ces 2 cellules-là vont se diviser pour arriver à vraiment un petit embryon de quelques dizaines de cellules. Et à partir de ce moment-là, on injecte dans la cavité utérine et en théorie, si tout va bien, il y aurait l'embryon qui va s'incruster dans la paroi utérine et il va avoir tous les processus normaux d'une grossesse. Donc ça, c'est le défi que je vous dirais. Et ça, c'est pour ça que... Est-ce que c'est clair? Oui, c'est et Annabelle, ça vous va? Très clair. Et je trouve ça important de pas tout mettre ça dans le même panier, puis il y a une gradation, puis de voir que... Puis jusqu'à date, ça va bien. La chose c'est que lorsqu'on parle d'éthique, c'est la porte d'entrée qu'on ait des dérapages éthiques quand on parle de PMA. Parce que, en fait, une fois qu'on a fécondé l'ovule avec le spermatozoïde, peu importe la façon. Là, je vous parle pas d'insémination artificielle. Là, je vous parle de fécondation in vitro. Bien sûr qu'on va essayer d'avoir le plus d'ovules possible. On va prélever le plus d'œufs possible. On va essayer d'en féconder le plus. Avant, beaucoup, c'est pour ça qu'avant, tu avais des grossesses multiples où, ben oui, parce que... On en mettait plein. Ben oui, ils maximisent. Tu sais, c'était tellement un travail ardu qu'on maximise, parce qu'on sait que c'est difficile. Donc, tu as des triplets, Bon, de moins en moins maintenant, tu vois, les gens qui vont à PMA, c'est très rare que tu vas avoir des quintuplets ou de... Donc, dans les ovules qui sont fécondés, on va en prendre 1 ou 2 et on va inséminer. Ce qui arrive, c'est que on va arriver avec d'autres embryons. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces embryons-là? On les congèle. Oui. On appelle ça la
cryopréservation, et on va les mettre dans un contenant et c'est congelé à moins 180 degrés. Donc, au Québec, ça dépend selon les pays, mais au Québec, c'est pendant 5 ans. Tu peux avoir décidé que tu as ton premier enfant, ça a fonctionné, mais que tu as 4 autres ou 5 embryons qui sont congelés, puis 3 ans plus tard, tu décides, je vais avoir mon deuxième enfant. Donc, moi, à l'église, j'ai conseillé beaucoup de femmes, et j'ai eu, moi, des femmes qui sont venues me voir, puis ils m'ont présenté, le Seigneur nous a fait grâce, on a eu un bébé, puis là, finalement, 3 ans plus tard, elle dit, viens, je veux te présenter mon bébé air de glace. C'est-à-dire qu'ils ont déjà, en fait, imaginez-le, les embryons, ils ont le même âge. Mais 3 ans plus tard, ils sont décongelés et on le réutilise pour un deuxième enfant. Ils sont, je sais pas si le mot est approprié, aussi viables. Et dans ce sens, c'est pour ça qu'on met un délai de congélation. Ouais. Parce que c'est sûr qu'avec le temps, ça pourrait se détériorer. Je pense que les taux de succès, ça, je suis pas une spécialiste, mais je pense que c'est mieux quand c'est pas congelé, mais c'est quand même possible et viable. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les embryons ne sont pas altérés. Ils peuvent, même s'il y a une congélation, il y a la technique qui fait que t'as pas de cristaux de glace qui viendraient je dis n'importe quoi, m'abîmer l'ADN ou créer des maladies. Donc, ils sont en pleine santé. Donc, c'est pas éthiquement ni médicalement, et je dirais même chrétiennement pas correct de prendre tes embryons à toi et de dire on revient. La seule chose où moi, comme professeur d'éthique et chrétienne, où je mets un bémol, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que on est d'accord que si on considère le plat de pétri, on considère que c'est un embryon. Un embryon, c'est un être humain en devenir. On est d'accord. Pour plusieurs, et c'est là la question, c'est que c'est pour plusieurs 6, 8, 10 cellules, est-ce que c'est un être humain ou pas? Bien sûr que c'est un être humain. Pour moi, c'est un être humain. Donc, quand je les mets à congeler et que dans 5 ans, je ne les ai pas utilisés, qu'est-ce que je fais avec le matériel? Est-ce que, pour certains, c'est du... soit qu'ils peuvent être donnés à quelqu'un d'autre, soit ils peuvent être utilisés pour la recherche médicale. S'ils sont donnés à quelqu'un d'autre, on est d'accord que c'est toi et ton mari, quoi. Ouais. Okay. On est d'accord. Et même dans certains cas... Tu peux trouver un enfant qui te ressemblerait trop. Tu vois, et dans certains cas, Annabelle, je te dirais même, parfois, ils peuvent être jetés. Ouais, c'est ça. Tu comprends? Donc, c'est pour ça... Ouais. Quelqu'un peut dire, je veux 2 embryons et on s'arrête là. Ou pas du tout? Oui, c'est ça. Moi, dans ma pratique pastorale, j'encourageais les femmes, ils ont prié, ils ont fait tous les démarches nécessaires et d'aller vers la PMA avec les conséquences que ça peut avoir, les défis. Mais pour moi, c'est de féconder le nombre d'embryons que tu veux, le nombre d'enfants que tu veux. Puis à la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si tu as 3, bien, peut-être tu peux en implanter 2, puis le 3, mais tu peux pas, pour moi, abandonner. Il faut être conséquent avec nous parce que si on est, par exemple, on parle d'avortement, tu sais, on est d'accord que c'est la vie. Mais pour moi, à ce stade-là, et c'est là que ça fait débat éthique parce que au Canada, en France, mais dans certains pays, c'est pas si protégé que ça, les règles. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir la conscience. Il y a toujours, plus il y a des avancées technologiques, scientifiques, et médicale, il faut être conscient qu'on ouvre des portes à quelque chose. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on parle d'éthique et de la vie, l'embryon, c'est le premier, j'aime pas dire matériel, mais un peu ça de dire, il faut le protéger comme la vie. Mais dans certains pays, c'est pas protégé comme la vie. Et là, je vous emmène un pas plus loin. Et peut-être qu'on peut mettre le schéma. Tu vois, lorsqu'on regarde les stades de vie, on se pose beaucoup la question en science, en recherche, où commence la vie? En fait, c'est ça qui est important de savoir. Et pour plusieurs, c'est quoi le stade où on dit que c'est un être humain? Légalement, saviez-vous que un enfant, par exemple, une femme qui est à 40 semaines puis elle va accoucher, si elle a un accident et que vraiment son enfant, là, elle est plus au stade embryonnaire ni fœtus, si le bébé meurt dans son ventre à 40 semaines moins un jour avant son accouchement, le bébé a aucun droit légal. Okay. Tu réalises-tu? Donc, imagine-toi il n'a pas existé. Il n'a pas existé. Okay. Donc, à tous les points de vue. Puis pourtant, on s'entend qu'une journée après, il serait un être humain vivant. Fait que tu peux t'imaginer le droit
à la vie de 10 cellules. Et c'est là qu'il faut faire attention dans notre réflexion parce que il faut mettre des limites et connaître, moi, je respecte la vie puis je vais pas faire 10 embryons puis on les jettera si ça fonctionne pas. Et une chose qui est importante, puis là, suivez-moi jusqu'au bout parce que, j'aime bien savoir où commence la vie. Est-ce que c'est quand le fœtus apparaît, les organes génitaux commencent à se développer? Mais pour moi, dès le sein maternel, le Seigneur, il nous voyait, il y avait une destinée pour chacune d'entre nous. Mais je veux juste mettre aussi une parenthèse quand on parle de PMA. Il faut aussi être consciente que cette technique-là ouvre à la porte aussi à certaines manipulations du matériel vivant. Pourquoi je dis ça? C'est que, imaginez la puissance, une fois que tu as ton embryon dans ce plat de verre-là, tu peux, ils appellent ça un diagnostic génétique pré-implantatoire. Je vous fais ça simple. C'est-à-dire que tu peux aller prendre une cellule de l'embryon, aller la faire analyser par exemple, son ADN, et tu peux aller vérifier s'il y a des maladies génétiques. Donc, tu peux tester tous tes embryons. De sélection. Tu vois? Donc, dans certains cas, la médecine va dire, ouais, c'est génial. Parce que, par exemple, au Saguenay, au Québec, mais en France, il y a d'autres types de maladies qui se retrouvent dans certaines régions. Donc, si t'es, par exemple, au Saguenay, au Québec, t'as beaucoup des mutations génétiques d'une maladie qui se retrouvent. Donc, si tu te maries avec un homme, une femme de cette génération, dans cette région-là, t'as plus de chances d'avoir des maladies qui peuvent être mortelles. Donc, dans ce cas-là, ou de la trisomie 21, mais ça emmène aussi un autre enjeu dans ta prise de décision. Est-ce que tu veux arriver à dire, on va aller... Ça oui, là non, ça choisit oui, ça choisit pas. Et tu vois, bon, encore là, au Québec, on est protégé. En France aussi, il y a des lois. Mais, comme vous savez, dans plein d'autres pays, par exemple, si on parle en Chine, où tu sais, t'as un enfant, ils vont favoriser la grossesse d'un enfant. Donc, les femmes peuvent avoir accès à la fécondation in vitro et choisir un embryon. Peuvent avoir accès à la fécondation in vitro, même si elles n'ont pas de problème d'infertilité. C'est juste dans le cas pour se donner plus d'options. Oui, et tu sais, c'est la politique d'un seul enfant, et tu sais très bien, je dis la Chine, mais disons un pays autre, XY qu'on connaît, on sait très bien que c'est plus favorable, on va choisir d'avoir un garçon au lieu d'avoir une fille. Tu vois, il y a des avortements in utero, même quand ils savent que c'est des filles. Donc, on peut, et ça se fait, choisir un embryon, de dire, moi, je veux un garçon parce que il va prendre soin de mes vieux jours, et dans la culture, c'est mieux un garçon qu'une fille. Mais c'est la preuve quand même que cet embryon qui peut sembler comme rien au moment où de ne pas l'utiliser ou de le jeter représente, il y a quand même beaucoup de choses déjà pour qu'on puisse faire ce genre de choix et que ça devienne, qu'on en arrive là, tu vois. Donc c'est dans certaines situations, ça peut être non, il y a rien, puis dans d'autres cas où ça sert d'autres intérêts, c'est comme dans cet embryon, il y a déjà tout, il y a mon futur, il y a mon avenir, il y a un grand choix, donc c'est, tu vois, c'est 2 poids 2 mesures. Mais tu sais, ça c'est encore là, mais pousse-le encore plus grand. Il y a des cliniques aux États-Unis, qui sont des cliniques privées, où tu peux aller, puis tu peux choisir. Moi, je voudrais avoir une fille aux yeux bleus. Comme à la carte. Et ça, on n'est pas dans la science-fiction, puis je fais ça pour vous faire peur, là. Non, j'ai vu un reportage sur ça, et la dame, elle expliquait qu'ils choisissaient avec tout, tu vois, par rapport à la forme physique, par rapport à leur origine, par rapport à leur... pédigré, tu vois, vraiment, ça faisait peur, hein. Ça fait peur. Et de dire, c'est parce qu'on veut recréer une race supérieure, avec des hommes supérieurs. On retourne à la pensée tu sais, on est bienveillante autour de cette table, mais c'est pas partout, c'est des pensées bienveillantes, tu vois. Et encore aujourd'hui, on peut encore être face à utiliser la médecine et les avancées scientifiques dans des buts non bienveillants ou pour soi. Tu vois, et c'est pour ça que, oui, de la PMA qui, moi, je crois, est un outil qui peut être utilisé, permis de Dieu pour remplir la destinée puis le plan de Dieu pour le désir des parents. Mais il faut être conscient qu'un embryon, c'est la vie. Il faut être conscient que c'est pas du matériel que si j'en veux plus, je le laisse là. Et il faut être conscient du parcours, des hormones pour le couple, tout ça. Donc, c'est possible. Je crois que Dieu bénit. Je suis certaine, puisqu'on a entendu des témoignages et on va en entendre un dans quelques instants. Mais il faut, et moi, je lance un appel plus grand aussi. Il faut, comme chrétien, se lever
au niveau politique, au niveau juridique pour dire oui, c'est la vie et attention. Puis moi, je suis une scientifique et je suis pour l'avancement de la science. Il y a plein d'avancées qui fait qu'on est guéri. Tu vois que des enfants qui sont guéris de maladies. Mais il faut connaître et mettre des limites importantes. Parce que de ce fameux embryon-là, de cette technique-là, c'est pour ça que je vous dis que c'est la porte d'entrée de tout. Tu sais, il y a quelques années, on parlait du clonage. Tu sais, c'est un peu, tu sais, la brebis qu'on a clonée puis tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, on est un peu sans développer, je vous parle pas de clonage nécessairement, mais qu'est-ce que les gens cherchent dans le milieu aujourd'hui? Tu sais, je vous parle pas au milieu du christianisme, mais dans la vie en général, les gens veulent rester jeunes, tu sais, la jeunesse éternelle, tu sais, la fontaine de jouvence c'est de toute éternité, mais même la notion de guérir, par exemple, tu sais, lorsqu'on parle, maintenant on fait beaucoup de greffes d'organes, donc on sait qu'on peut avoir des greffes d'organes, mais le risque d'une greffe d'organes, que ce soit un foie, un cœur, un poumon, mais tout ça c'est des rejets, ça fait une prise de médicaments, et le rejet, c'est énorme. Mais maintenant, on peut partir d'une technique in vitro et de prendre nos propres cellules qu'on a créées et mettre on peut s'auto-guérir, créer de propres cellules à partir de notre vie et se créer en banque des cellules qui peuvent devenir un foie, qui peuvent devenir un poumon. Donc, c'est vrai, là, on n'est pas dans un cours d'éthique, c'est pas un cours de science, mais je veux juste vous sensibiliser que de quelque chose qui est bon, que Dieu peut utiliser, lorsque c'est des fois dans les mains de l'homme, ça s'est poussé à l'extrême. Et tu pourrais dire, dans quelques années et bientôt, te dire, t'as une banque de tes cellules à toi que tu as un peu clonées, d'un ovule que je vous épargne, et que ça, sous stimulation, ben ils vont te créer du tissu d'Aurélie. Donc, si tu as une lésion à quelque part, ben ils vont te remplacer tes cellules et tu n'auras pas de rejet parce que ça vient de ton propre corps, tu vois. Donc, c'est là que ça ouvre des portes. Et c'est pas pour faire peur, parce que la science, je veux pas qu'on voit juste des mauvais scientifiques avec des éprouvettes, tu sais, qui sont toutes méchants puis ils veulent nous cloner. Non, il y a des bonnes avancées, mais il faut prendre le temps de se renseigner puis de mettre des limites éthiques dans tout ça. Et ça vous avait peur? Non, mais je trouve que c'est instructif et puis c'est équilibré. Et le but de cette émission, c'est pas tant de vous donner des réponses, mais non, mais c'est de plutôt vous aider à vous poser les bonnes questions si vous êtes dans ces questionnements en fait, parce que il peut y avoir un discours qui est très chrétien entre guillemets, un discours qui va être très médical et qui à la fois poussé un peu à l'extrême, mais encore une fois, comme pour tous les sujets, c'est de vous mettre devant Dieu et de dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi, pour ma vie, et même là dans les parcours qu'on a vus, que ce soit l'insémination, la fille, mais peut-être que ça a fonctionné pour quelqu'un, pour une femme, mais peut-être que pour vous, c'est pas le parcours à prendre, et peut-être que ça l'est aussi, mais ça peut pas être quelque chose de systématique, d'automatique. C'est parce que tu l'as dit, c'est des décisions qui ont quand même des conséquences, et puis on peut en parler de façon en 3 étapes, mais non, je veux dire, ça a l'air simple sur le papier avec le graphique. C'est ça. Puis aussi, Annabelle, c'est aussi d'être il faut être en unité avec notre conjoint. Des fois, les hommes sont moins ouverts, les femmes, des fois la femme je veux un enfant, chérie, Puis le gars, il va un petit peu à contre-cœur. Puis là, finalement, il y a toute l'idée, il voit son épouse avec des nausées, prendre du poids, la déprime, le ci, le ça. Donc, puis ça crée vraiment des tensions. Il faut vraiment que les deux soient en accord, ensemble. Puis la conviction de Dieu. La conviction de Dieu dans tout ça. Le fait aussi que tu aies parlé de vraiment des limites. Parce que parfois, quand on est dans des problèmes d'infertilité, malheureusement, on regarde le problème et le problème pèse plus lourd que toutes les autres conséquences. Comme il y a le verset qui dit que une femme enceinte, il y a des choses qui ne sont jamais satisfaites là, et une femme qui veut un enfant, tu vois, elle a ce truc à l'intérieur d'elle, une insatisfaction, et parfois ça parle plus fort que toutes les limites. On peut perdre la raison un peu rendu là, oui. Donc le fait d'en parler justement, ça ouvre ces horizons là, et de dire voilà, il faut que je sache que si je m'engage là-dedans, voici la limite, voici ce qui est chrétiennement acceptable et voici ce qui ne l'est pas, parce qu'en effet, parfois on va juste avec la douleur, mais pas avec la conscience de tout ce qui est autour. C'est ça, c'est pas un enfant à tout prix. Exactement, c'est pas un enfant à tout prix, mais d'un autre côté, maintenant c'est plus ouvert, mais il y a
au début, quand j'ai commencé à enseigner ça, c'était très controversé. Puis là, qui me dit, mais c'est comme jouer à Dieu. Puis on démonisait un peu ça. Mais en fait, c'est facile d'avoir des opinions quand toi, tu as 3 enfants chez toi. Ouais, et moi, je me suis ramenée en me disant, mais moi, si j'avais pas eu d'enfants, jusqu'où... Mais j'aurais voulu qu'on me dise les limites et tout ça. Et c'est là que je trouve ça bien, Annabelle, qu'on prenne le temps d'en parler, parce qu'il y a encore beaucoup de questions. Puis, tu sais, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est pas de Dieu? Qu'est-ce que est mon mari? Et d'en parler. Et ça, c'est vraiment puis d'en parler important. d'un point de vue aussi purement scientifique et médical. Et avec certaines données, être apte de prendre des décisions éclairées, tu vois. Au-delà de l'émotion, du ressenti, de la pensée de ci, de ça. C'est, voilà, sur le papier, c'est vraiment ça qui se passe. Est-ce que moi, dans ma foi vis-à-vis de Dieu, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et après, la réponse vous appartient. Et on voulait vous partager aussi le témoignage de Rachel Sens, qui était venue elle n'était pas venue en fait, mais il y a quelque temps, on avait fait une émission avec elle aussi à distance. Et elle, Rachel, est passée par un parcours PMA qui n'a pas toujours été facile, mais pourtant qu'elle a vécu avec beaucoup de foi et beaucoup d'espoir aussi. Alors Rachel, nous t'écoutons. Bonjour les filles, je m'appelle Rachel et je suis mariée depuis bientôt 25 ans. Et mon mari et moi, on a fait face à 12 ans d'infertilité. Je me souviens de ce jour où la gynéco m'a dit « Madame, faites-vous une raison, vous n'aurez jamais d'enfant. » Mais Dieu nous avait parlé. Je savais qu'on aurait des enfants. Mais pour tous ceux qui sont passés par là, ces propos restent violents. Ça reste très percutant. Et on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire qu'on est allé sur nos 2 genoux, on est allé prier, on est allé intercéder, on a mis toute notre foi en Dieu. Et je vous avoue qu'au début, la PMA n'était même pas dans nos pensées. Mais on a cheminé, on a mûri, on a construit un couple fort en nous disant que pour être heureux à 3, il fallait être heureux à 2. Et on a vraiment travaillé sur notre couple. Et je me souviens qu'au bout de 8 ans, c'était un dimanche soir, on rentrait de l'église, et c'est comme si ce soir-là, l'idée de la PMA avait germé dans mon cœur. J'en ai tout de suite parlé à Joël, et on l'a remis dans la prière. On voulait tout simplement connaître le cœur de Dieu par rapport à la PMA. On est allé se plonger dans la parole de Dieu. Alors évidemment, il y a certains domaines sur lesquels la parole n'est pas toujours très claire, mais on l'a remis devant sa présence. Et puis après, on lui a demandé, mais est-ce que la PMA, est-ce que c'est ce que tu veux pour nous? Et puis on s'est posé les questions sur quelles sont les limites qu'on voulait se poser. Et après plusieurs mois de prière et de réflexion, on a senti le feu vert de Dieu dans ce processus. Mais je vous avoue qu'au début, j'étais pas très enthousiaste. Je voulais, même si j'avais ce feu vert, j'aurais préféré un miracle pur et dur. Et je me souviens avoir conversé avec Dieu et je me souviens de ce qu'il m'a dit. Rachel, je me servirai de ton témoignage et tu seras une source de bénédiction pour d'autres femmes. Et à ce moment-là, je savais, la PMA, c'était notre parcours. Et on a décidé de passer ce parcours avec joie. Et on s'est dit, si c'est notre chemin, que ce soit un beau chemin. Et on a continué, on a commencé ce processus. Alors évidemment, il y a ces challenges, puisque c'est pas facile, les injections, les opérations, les rendez-vous successifs, les échecs et les déceptions et tout ça, il faut le gérer physiquement et émotionnellement. Mais Dieu nous portait. Et je me souviens d'un jour où on était assis face à la biologiste et elle nous disait, c'est incroyable, j'ai jamais vu un tel désir d'enfant. Et pourtant, je ne ressens pas de douleur. Et à ce moment-là, on a pu lui partager notre foi en Dieu et on a pu lui expliquer pourquoi on était porté par une telle paix et une telle foi. Et aujourd'hui, on a le bonheur et on a la grâce d'avoir 2 enfants, Sophia, une petite fille de 9 ans, et Simon, un petit garçon de 7 ans, qui font notre bonheur. Voilà, j'espère que notre témoignage vous encouragera. Soyez bénis. Merci Wow. Rachel. Écoute, elle a bien résumé tout ce que tu as dit. Magnifique. Tout y était. C'est touchant de voir l'information, la réflexion, la prière, le fait d'être en accord ensemble, etc. La manière de le vivre après. La manière de le vivre. Parce les que limites, se poser les bonnes questions aussi. Oui, bravo. C'est bien. Hein? Et en plus, c'est de voir aussi, au début, elle voyait ça comme un échec, tu vois. Ouais. C'est pas un échec, c'est un outil que Dieu peut utiliser
utiliser pour et ça c'est important. Et si pour certains vous restez avec l'idée que c'est pas pour moi, mais il y a toujours l'adoption aussi. Tu sais, il faut voir qu'est-ce que Dieu. J'ai aimé. Elle a prié, elle a reçu le feu vert de Dieu. Et c'est pour ça que c'est difficile de dire toi Stéphanie, qu'est-ce que non, c'est en toi et Dieu, en connaissant les limites et en sachant, regarde le bonheur qu'elle a d'avoir ses enfants. Donc oui, mais ne nous privons pas parce que Dieu c'est vraiment dans le cœur d'hommes et de la femme ensemble d'avoir des enfants. Mais j'aimerais ça, Annabelle, qu'on prie. Vas-y. On peut prier pour ces femmes. Oui. On ne sait pas, on aura peut-être des bébés à table avec Annabelle. Nous le savons. On va attendre les témoignages, ça va être super. Seigneur, on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier. Seigneur, je te dis merci pour toutes ces femmes qui écoutent l'émission. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ces femmes qui ont des défis de fertilité, des hommes, des femmes, un couple qui a des défis de fertilité. Je prie, tu es le Dieu qui guérit. Tu es le même, Seigneur. Tu nous as donné cette puissance. Tu as dit qu'à la croix, tout est accompli, Seigneur, et que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Alors, je veux déclarer, réclamer la guérison dans ces couples qui sont infertiles, Seigneur, d'une façon surnaturelle, que de cette émission, à l'écoute de cette émission, que tu puisses guérir d'une façon instantanée, Seigneur, des spermatozoïdes, des ovules, Seigneur, des utérus, Seigneur, tu peux guérir. Et que ce soit directement comme ça, mais via peut-être des techniques médicales, Seigneur. Je prie que tu mettes la paix dans le cœur de couple, Seigneur, que tu viennes leur parler, que cette émission a été un outil pour eux d'aller de l'avant, Seigneur, que tu puisses utiliser peut-être ces techniques-là pour répondre aux désirs de leur cœur. Tu donnes la force, tu donnes la foi, tu donnes l'enthousiasme, et comme Rachel, que ces couples puissent être des témoignages vivants et qu'on puisse voir des enfants, des bébés à table avec Annabelle, Seigneur. Nous te prions pour toute l'infertilité, Seigneur. Tu changes l'infertilité, tu changes les impossibilités en possibilités parce que tu es le Dieu de toute possibilité. Et je te dis merci à l'avance parce que j'ai entendu des témoignages. Tu l'as fait par le passé, tu vas le faire à travers cette émission. Et c'est dans le puissant, puissant nom de Jésus où tout a été accompli à la croix que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup Stéphanie d'avoir travaillé pour nous et de nous avoir apporté toute cette information, mais aussi cette réflexion. Et je crois vraiment qu'avec ce que vous avez pu entendre aujourd'hui et avec le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous guide, qui vous dirige, qui vous enseigne toutes choses, eh bien vous serez à même aussi de prendre une décision avisée qui fera partie du plan de Dieu et vous aurez la paix et vous aurez aussi la grâce pour pouvoir avec le choix que vous prendrez selon la direction que vous aurez reçue. C'est vous qui recevez cette direction, c'est votre vie. Donc ne laissez pas tout le monde décider pour vous parce que c'est votre vie et du coup ça a des conséquences aussi. Alors vraiment soyez en paix, soyez ferme dans vos convictions et je crois que Dieu va vous parler. Alors un grand merci encore à toi, Docteur Stéphanie. Docteur Tchachou. Bye, à bientôt, bon week-end. Bye.